bonjour. Vous êtes maire Les Républicains de la Garenne-Colombes et vainqueur hier puisque vous étiez tête de liste dans les Hauts-de-Seine pour Valérie Pécresse en Île-de-France. Les Français se sont autant abstenus au second tour qu'au premier tour. À la Garenne-Colombes, l'abstention ? Non, la participation est assez importante, supérieure à ce qui s'est passé aux législatives dernières. Vous savez que les législatives, on n'en parle pas, mais dernières, qui ont donné une large majorité au président de la République, étaient déjà un record d'abstention. Parce qu'on ratifie la présidentielle ? Oui, peut-être. Mais à l'époque, personne n'avait dit « Oh là là, ça n'a aucun sens, il y a beaucoup d'abstention ». Donc, certes, il y a beaucoup d'abstention, il faut en tirer les leçons, mais ce n'est pas pour ça que l'élection n'est pas valable, comme certains tentent de l'accréditer depuis hier. Les élus sont légitimes. Il y a quand même évidemment un problème de relation entre le peuple et ses élus. Les Français hier, en récidivant, parce qu'on les a prévenus quand même depuis une semaine, ils ont envoyé un message clair. On ne veut pas voter, c'est pas le moment, on a d'autres chats à fouetter avec la sortie du confinement. Alors c'est probablement plurifactoriel. D'abord, dans toutes les démocraties, il y a une augmentation de l'abstention. Le président des États-Unis, la plus grande puissance mondiale, est toujours élu avec une minorité de gens qui vont voter. Mais là, dans la dernière fois, Trump et Biden, ils ont su mobiliser. Mais, deuxième point, je pense qu'on tire aussi les séquelles d'une certaine pratique de la politique. Quand vous n'avez pas de résultat, quand vous avez l'impression que la politique, vous élisez des gens finalement ne servent à rien, c'est un peu ce qui se passe depuis quelques années, et bien finalement ça conduit à ce que les gens disent bah, finalement on n'y va pas. Puis moi je crois qu'il y a aussi une pratique politique faite d'une certaine arrogance avec la majorité actuelle qui explique qu'ils savent tout, qu'ils ont besoin de personne. Un président de la République veut décider tout seul dans son coin si oui ou non 67 millions de Français sont confinés. Tout ça pousse à ce que les Français se disent, au fond, toutes ces élections, ça ne sert à rien. Il n'y a qu'une élection qui est importante, c'est la présidentielle, un peu la mairie, parce que le maire, on sait qui c'est, mais le reste, tout ça n'est pas important. Donc 13 sortants reconduits. Ouais, on a enjambé cette élection. On a enjambé, non. Moi, je ne suis pas de ceux qui pensent que l'élection n'a pas de sens. Elle a un sens. Alors, c'est avant tout un vote plébiscite pour les présidents de région qui ont fait le travail. On attendait d'eux qu'ils accompagnent les Français dans la crise, qu'ils fassent fonctionner les lycées, les transports. Ils l'ont fait. Ils ont un bon bilan et, comme on dit, ils ont délivré, comme disent les anglo-saxons. Eh bien, les Français disent bravo. La politique, c'est faite pour trouver des solutions. Et donc, ils ont trouvé des solutions, ils sont réélus. Et en même temps, c'est un vote sanction pour ceux qui n'ont pas été à la hauteur. Parce que si les présidents de région se sont autant déployés durant la crise, c'est pourquoi ? C'est parce que l'État lui-même a failli. Donc, plébiscite d'un côté, sanction de l'autre. Plus politiquement, Renaud Muselier a gagné son pari dans le Sud, dans le Grand Sud. Donc, s'allier avec La République En Marche dès le premier tour, c'était le bon choix. Non, je ne crois pas. Je continue à penser qu'il aurait gagné de toute façon. Je continue à penser que ceux qui, finalement, sont pour la clarté totale ont de bons scores. Je l'ai vu au municipal, dans mon département, un certain nombre de maires ont quitté les Républicains quelques semaines ou quelques mois avant les municipales, après notre débâcle des européennes, parce qu'ils ont eu peur. Eh bien, ces maires-là sont ceux qui ont été le moins réélus. Les Français sont beaucoup plus intelligents et clairvoyants que beaucoup d'hommes politiques le pensent, et les Français aiment les colonnes vertébrales qui tiennent un peu, vous voyez. Valérie Pécresse, hier, n'a-t-elle pas profité d'un vote utile des électeurs En Marche qui ont quitté En Marche pour venir l'aider à battre une gauche qui leur semblait trop radicale ? Alors c'est une hypothèse, vous avez raison. Moi je crois surtout qu'elle a été élue parce que elle avait un bilan. Et on dit souvent on n'est pas élu sur son bilan, mais sur son projet. En fait, le bilan crédibilise le projet. Et donc elle avait une vision globale et complète des choses. Et en face, vous aviez une gauche qui était extrêmement divisée. En réalité, cette gauche à la fois indigéniste, à la fois antisémite, décroissante, tout ça ne veut plus rien dire. C'est surtout la faiblesse de la gauche, la faiblesse du Rassemblement national. On a vu que M. Bardella, quelles que soient ses qualités d'orateur, n'est pas à la hauteur pour gérer une région aussi complexe que l'Île-de-France. Et puis, la République En Marche est constituée de gens qui n'ont pas d'expérience. Et ça, les Français se disent, il y a un moment où moi je ne vais pas confier mon quotidien à quelqu'un qui n'a aucune expérience. Souvenez-vous de ce que disait le président de la République, soyez fiers d'être des amateurs. Il y a un moment où les gens se disent, bon, c'est sympa les amateurs, mais la politique c'est quand même sérieux. Pourquoi Valérie Pécresse n'a-t-elle pas annoncé hier sa candidature à la présidentielle ? Xavier Bertrand a parlé de la France hier, Laurent Wauquiez a parlé de la France, de la souveraineté, de la sécurité. Et elle est restée francilienne. Je pense qu'il faut que vous lui demandiez, mais hier c'est assez simple. Hier on faisait le bilan des élections régionales et le scrutin, ce n'est pas forcément un préambule à la présidentielle. Chaque jour suffit sa peine. La campagne a été une campagne complexe, difficile comme toute campagne. Je crois qu'on a un peu de temps devant nous. Mais on regardait de l'extérieur, évidemment, le match des trois présidentiables. Ils ont tous les trois gagné, Wauquiez, Bertrand, Pécresse. Est-ce que l'un des trois vous a semblé quand même marquer plus son avantage ?
Je ne sais pas. Ce que je sais surtout, c'est que le scrutin peut nous permettre au moins de conclure une chose, c'est que le fameux match soi-disant fixé, écrit d'avance entre Macron et Le Pen au second tour, eh bien, n'est pas écrit d'avance. Les choses seront plus complexes. Et le président de la République ne va pas pouvoir continuer à essayer de laisser croire qu'il n'y a rien entre lui et Marine Le Pen. C'était sa stratégie. Nous avons montré que non, il y a un parti de gouvernement qui est dans l'opposition, qui sont les Républicains et le Centre. En réalité, la droite et le Centre, évidemment, y compris ceux qui sont en dehors des Républicains, mais qui sont en réalité très proches, parce que entre Valérie Pécresse, entre Wauquiez et entre Bertrand, avouez que les différences ne sont pas grandes. La présidentielle est désormais un match à 3. C'est ce qu'assure, comme vous le faites ce matin, Xavier Bertrand dans Les Échos. Mais évidemment, pour lui, le troisième, c'est lui. Il a pris de l'avance dans les sondages, il est candidat déclaré. Est-ce que ça ne serait pas plus simple pour les Républicains de dire c'est lui? Alors, tout d'abord, qu'il ait des qualités, moi je trouve que ça a été un très bon, moi qui suis médecin, un très bon ministre de la Santé, ministre du Travail. Mais nous avons d'autres candidats. Nous croyons, nous les Républicains, que nous devons avoir un candidat. Après tout, nous sommes le parti qui gagne les élections, donc nous devons avoir un candidat. Et il faut que ce candidat, nous le désignions. Donc je suis un de ceux qui plaident depuis toujours pour l'organisation d'une primaire. Alors je sais que pour des raisons quasi freudienne. Il ne faut pas utiliser le mot de primaire parce que nous sommes traumatisés par ce qui s'est passé il y a 4 ans, mais il faut une méthode de départage. Je crois, moi, une méthode de départage, c'est quoi? C'est un vote avec un large corps électoral. Donc pas seulement les militants, parce que ça nous miniaturiserait, et puis ça empêcherait Valérie Pécresse, qui n'est plus aux Républicains, Xavier Bertrand, qui n'est pas aux Républicains, de venir concourir. Donc large vote, c'est comme ça qu'on désignera au mieux notre candidat. Parce que comprenez bien que ceux qui sont contre la primaire, moi j'entends tous les arguments, mais il y a un truc, c'est que si nous sommes plusieurs venant de la droite et du centre au premier tour, c'est une évidence que je vais vous dire, mais les gens l'oublient, eh bien nous ne pourrons pas être au second tour. Au second tour ne sont présents que les 2 premiers du premier tour. Donc s'il y a 2 ou 3 candidats de la droite et du centre au premier tour, exit la droite et le centre. Donc c'est pour ça qu'il nous faut une méthode de départage. Alors la méthode, vous l'esquissez, une primaire élargie, ouais. Le calendrier. Le calendrier, il a été fixé par le président du parti, Christian Jacob, et il est dans les mains de Leonetti, qui est notre sage dans cette affaire. Monsieur Départage. Monsieur Départage. Et Jean Leonetti va nous annoncer un calendrier dans quelques jours, qui va nous amener à un vote probablement fin octobre ou début novembre. Vous ne voulez pas simplement faire confiance aux sondages, aux Français qui vous diront à l'automne, c'est lui, c'est elle? 2 réponses. D'abord, les sondages parfois se trompent. On a vu avec les élections d'hier et les sondages qu'on nous donnait il y a 3 semaines, donc méfiance. Deuxièmement, qu'est-ce qu'une primaire si ce n'est un immense sondage, beaucoup plus puissant? Et puis enfin, le sondage, ça serait valable si un candidat se départageait très largement. Il est sûr que si dans un sondage, on a quelqu'un qui est à tous les coups et à chaque fois au second tour, il faudra qu'on en réfléchisse. Voilà. Mais est-ce le cas actuellement? Je ne le crois pas. Si cette primaire est organisée dans de bonnes conditions, serez-vous candidat? Vous avez montré votre appétence pour cela. Mais j'ai toujours dit que je participerais à cette primaire. La primaire, c'est une occasion, en fait, c'est une double occasion. Certes, c'est pour désigner quelqu'un, un candidat, mais c'est d'abord aussi, peut-être, pour mettre sur la table un projet de société. Voilà, il y a des projets de société qui sont probablement un peu différents d'un candidat à l'autre. C'est l'occasion d'un grand remue-ménage, la primaire. Avec une grande différence avec Emmanuel Macron, parce que sur la relance économique, c'est un homme de droite, Bruno Le Maire, qui mène le bal. Sur la sécurité, c'est un homme de droite, Gérald Darmanin. À Matignon, c'est un homme de droite. Comment le candidat de droite va dire, avec moi, ça sera différent? Alors, je ne suis pas certain que ce soit un candidat de droite. Prenons l'exemple économique. Mais la dette de la France n'a fait que s'aggraver de ces dernières années. Certes, il y a eu la crise, mais je compare les performances du pays aux performances de nos voisins. L'Institut Molinari a montré que la France, quand on la compare aux autres pays post-Covid, a moins bien protégé ses concitoyens. Nous avons une mortalité plus importante qu'ailleurs et moins bien protégé son économie. Le groupe des pays de l'Union européenne, dont fait partie la France, la Belgique, l'Italie et la Grande-Bretagne, s'en sont moins bien tirés que le Canada, les États-Unis, l'Allemagne. Donc non, le bilan n'est pas bon. En matière de sécurité, le bilan est épouvantable. On voit bien qu'il y a une méconnaissance du terrain des questions de sécurité qui est absolument abyssale. Et puis, vous avez parlé d'éducation. Je ne suis pas certain que le classement PISA montre que la France soit un pays dont le système éducatif n'a rien à regretter.
Deux noms qu'on n'a pas encore cités, François Baroin et Michel Barnier. Michel Barnier pourrait incarner dans cette primaire une sorte de sage, de Ramina Grobis qui réconcilierait tout le monde? Mais moi, je connais bien Michel Barnier. J'ai travaillé avec lui quand j'étais député européen. C'est un homme d'une très grande qualité qui a une connaissance intime de la place de la France dans le monde. Oui, il a son rôle à jouer, bien entendu. Quant à François Baroin, j'étais favorable à sa candidature. Donc voilà. Il a encore une chance. Il n'a jamais dit qu'il ne serait pas candidat. Il l'a laissé dire. Il n'a jamais dit. Et effectivement, je crois qu'il hésite. Je pense que ça serait un très bon candidat. Dans cette hypothèse, je le soutiendrai. Un mot de l'épidémie. Vous êtes médecin à l'hôpital Pompidou. Est-ce que vous craignez que le variant Delta ne nous déborde et ne nous replonge à la rentrée dans un confinement avec des hôpitaux débordés? Moi, écoutez, je sais surtout qu'il faut apprendre de ses erreurs. Quand on a vu les Italiens au mois de mars 2020 submergés, on les a regardés d'un air un peu méprisant, disant que vraiment ils n'étaient pas très bons ceux-là. Quand les Anglais ont été débordés par le variant britannique au début de l'année, on s'est dit mais nous ça ne nous arrivera jamais. Là aujourd'hui j'observe que les Anglais sont débordés par le variant Delta, que certains États américains, j'ai vu que le Missouri était de nouveau submergé avec une augmentation considérable des courbes d'hospitalisation, la Russie, etc., etc. Donc oui, il y a un danger très important. Pour ça, il faut faire quoi? Il faut surveiller le variant. Aujourd'hui, on ne séquence pas assez. On ne sait pas où on en est. On vous donne des chiffres qui en réalité sont faux, ne reposent sur rien ou très peu de mesures. Et puis, il faut vacciner parce que on sait que quand on est vacciné deux fois, il faut les 2 doses et on en est loin, eh bien, on est relativement protégé des effets les plus terribles du variant Delta. Non pas qu'on est protégé pour ne pas l'attraper, mais on ne va pas à l'hôpital, on limite les dégâts. Dans votre hôpital, est-ce que tous les soignants et surtout les aides-soignants sont vaccinés? Non, pas tous, bien entendu. Une quasi-totalité des médecins de mon service, je crois même la totalité. Les paramédicaux, les infirmiers, les aides-soignants, un peu moins. Il y a encore des marges de progression. Est-ce qu'il ne serait pas légitime pour la rentrée de préparer une vaccination obligatoire? Que l'État dise, c'est pas seulement pour vous que vous vous vaccinez, c'est pour éviter cette reprise de l'épidémie, c'est pour la collectivité, vaccination obligatoire. Écoutez, c'est un vieux débat. J'avoue que ma réflexion n'est pas faite. Ma réponse serait a priori non, pour une raison simple. C'est que je suis favorable à la vaccination obligatoire de la grippe. Par exemple, chaque année, on sait que les soignants ne se vaccinent pas contre la grippe parce que c'est un vieux vaccin sur lequel on a beaucoup de recul. Ce n'est pas la même chose avec les vaccins actuels. On a moins de recul, tout simplement parce qu'il y avait une urgence. Il fallait les mettre sur le marché. Et donc, je pense que c'est compliqué d'obliger les gens à se vacciner avec un vaccin relativement récent. Et avant de dire aux gens, c'est une obligation, vaccinez-vous, j'aimerais qu'on les persuade. Or, avez-vous vu une seule campagne raisonnable poussant les gens à se vacciner, essayant de leur expliquer que leurs peurs ne sont pas raisonnables. Et ben non, il y a eu des clips très sympas avec une petite grand-mère qui embrasse ses petits-enfants, mais ça ne pousse pas les gens qui ont peur du vaccin à se vacciner. Philippe Juvin, merci. Bonne journée.